dans notre camp. Donc il faut que nous assumons nos responsabilités pour qu'aux yeux du monde entier, nous sortirons grandis de ces négociations. Je suis très confiant quant à l'avenir si la volonté y est de part et d'autre. Et je suis sûr et certain qu'elle y est aujourd'hui par tous les mouvements qui sont là ainsi que de la part de la partie gouvernementale. Pour les partenaires, le contenu des documents doit être respecté. On ne peut pas continuer vraiment de négocier s'il n'y a pas le pain sur le terrain. C'est pour cela qu'il y a aussi une déclaration de cessation des hostilités et une équipe qui va directement sur le terrain après la fête pour assurer que ça ne continue pas. Et je vais vous dire aussi, du côté des Nations Unies, si un des acteurs veut violer le cessez-le-feu, je veux le rapporter au Conseil de sécurité. Il y a des limites de tous les côtés, tous les acteurs sur le terrain. Vous savez, à TLMC, c'est une chose complexe. Enfin, le gouvernement du Mali et les différents mouvements ont tous félicité le peuple algérien pour son implication dans la recherche de solutions à la crise que connaît le Mali. Les envoyés spéciaux nous indiquent également que les différentes parties se retrouveront le 17 août prochain à Alger pour évaluer les travaux accomplis. Déjà, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, salue l'état d'esprit dans lequel se sont déroulés les pourparlers. Je vous propose de l'écouter ainsi que son homologue algérien. Le président de la République a clairement fait le choix de la paix contre le choix des armes. C'est ce qui aujourd'hui nous a permis d'arriver à cette étape. En deuxième lieu aussi, c'est la confiance qui existe aujourd'hui entre le président de la République du Mali, M. Ibrahim Boubacar Keïta, et le président Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne démocratique et populaire, qui ont ensemble jeté les bases d'une collaboration et d'un partenariat stratégique qui nous a permis, avec les concertations et les processus qui ont été dessinés, de permettre aujourd'hui de mettre en place une médiation qui est largement acceptée, médiation qui elle-même a pu dessiner un cadre de travail, et à travers la feuille de route que nous venons d'adopter aujourd'hui, qui nous donne les étapes nécessaires, les thématiques que nous allons discuter pour arriver à un accord de paix global et définitif. Mais est-ce que dans ce document, il y a déjà une date pour les négociations? Le document en question, il s'agit d'une feuille de route qui permet à toutes les parties prenantes, gouvernement, mouvement du Nord, avec l'appui de nos partenaires, de nous mettre d'accord sur un cadre pour pouvoir engager les négociations, définir les différents thèmes qui vont être négociés et aussi convenir d'un calendrier de négociation et de la structuration des différentes structures qui vont présider à nos travaux. Il y a un accord de principe pour pouvoir évoluer. Nous allons nous retrouver ici à compter du 17 août, à peu près pour 4 semaines. Et à l'issue de ces 4 semaines, nous allons pouvoir évaluer le reste du travail à accomplir. Mais nous avons espoir qu'au maximum, dans 100 jours, nous allons pouvoir arriver à un accord si nous arrivons à lever tous les écueils. Ce n'est pas un exercice facile, nous devons en être conscients. En tout cas, nous avons noté de part et d'autre la bonne volonté, la bonne foi de pouvoir aller de l'avant et cela nous conforte. Nous demeurons confiants. L'état d'esprit que nous avons noté ici, l'engagement des uns et des autres, et l'engagement au plus haut niveau du côté malien pour faire en sorte que nous puissions tourner cette page de l'histoire nous donne des motifs de satisfaction et des motifs d'encouragement quant à la suite du processus. Cette feuille de route énonce les principes et références de base et détermine les dispositifs de règlement du conflit. Les discussions, comme la feuille de route l'indique, prendront en considération les accords de paix antérieurs, en l'occurrence l'accord d'Alger du 4 juillet 2006, le pacte national du 11 avril 1992, l'accord de Tamanrasset du 6 janvier 1991. La médiation et l'accompagnement de ce processus ont été précisés, clarifiés par l'accord général de toutes les parties, gouvernement et mouvement. Je voudrais très succinctement indiquer qu'il s'agira d'une médiation menée par l'Algérie en tant que chef de file, avec une équipe composée de la médiation de la CEDEAO, de Nations Unies, MINUSMA, de l'Union africaine, de l'OCI, de l'Union européenne, ainsi que du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad. Le chronogramme des négociations de paix, nous avons donc eu cette phase initiale, l'étape initiale qui se termine aujourd'hui. Elle sera suivie
ayant atteint les objectifs pour lesquels elle a été lancée, cette étape initiale, elle sera suivie d'une étape de négociation des questions de fond. Cette étape débutera le 17 août à Alger et durera jusqu'au 11 septembre 2014. Une étape de sensibilisation, de promotion par les parties des composantes essentielles de l'accord qui aura, Inch'Allah, été réalisé à ce moment-là, fera l'objet de rencontres et de forums avec la population de la région concernée, les organisations politiques et civiles, les leaders communautaires et autres acteurs nationaux. Et donc, elle aura lieu pour renforcer le caractère inclusif des négociations. Puis viendra l'étape de la finalisation de l'accord. Elle consistera principalement à mettre en forme le plan de règlement et élaborer dans les formes juridiques convenues un accord de paix global et définitif qui prendra environ 4 semaines. Et tout ce processus sera couronné par une cérémonie solennelle de signature de l'accord de paix qui aura lieu au Mali dans une perspective ne devant pas excéder les 100 jours. Je voudrais m'arrêter sur le deuxième document qui est d'une très grande importance. Il s'agit de la déclaration de cessation des hostilités. Au moment où nous nous réunissions à Alger, vous n'êtes pas sans savoir qu'un climat de tension, des affrontements ont prévalu entre différentes parties et que ceci est attentatoire à la nécessaire sérénité, à la nécessaire quiétude et au climat qui doit présider, un climat de retenue et d'effort sur soi-même. C'est ainsi donc que les parties réunies à Alger sont convenues de ce qui suit: la cessation immédiate des hostilités. Deuxièmement, l'envoi sur le terrain, dans les plus brefs délais, d'une commission conjointe chargée de prendre contact avec les acteurs en vue de faciliter la consolidation de la cessation des hostilités et dont les modalités et l'exécution sont confiées à la MINUSMA. Troisièmement, la libération des prisonniers et de toutes autres personnes détenues de part et d'autre du fait du conflit. Quatrièmement, l'engagement des parties à mener les consultations nécessaires à trouver une solution définitive aux causes profondes des affrontements. Cinquièmement, le repli immédiat de tous les éléments armés aux positions qu'indiquera la commission conjointe qui est prévue au paragraphe 2 du présent accord. Sixièmement, l'arrêt de tout acte de harcèlement et de violence envers la population civile et le respect de la libre circulation des personnes et des biens. Septièmement, l'arrêt de tout acte ou propos provocateur pouvant nuire au renforcement de la confiance entre les parties. Huitièmement, la sensibilisation continue des éléments armés sur le terrain et des communautés sur les engagements des uns et des autres dans le cadre du processus de paix en cours. Huitièmement, le déploiement d'une équipe mixte d'observation et de vérification évoluant dans la zone des hostilités, élargie au besoin à des personnes ressources proposées par l'une des parties ou par la médiation et désignée par le président de la commission technique mixte de sécurité. Pour soutenir la mise en œuvre effective des engagements ci-dessus, la MINUSMA prendra les dispositions ci-après. Premièrement, le renforcement de sa présence militaire dans le secteur Tabankort, Anefis, Al-Mustarat, Tarkid, y compris par des patrouilles terrestres et aériennes en vue de la protection des populations civiles. Deuxièmement, l'appui à l'opérationnalisation immédiate de l'équipe mixte d'observation et de vérification pour le secteur que j'ai indiqué sur la base du document sur l'organisation et les attributions des équipes mixtes d'observation
et de vérification qui a été adopté par la commission technique lors de sa séance de travail du 16 juin 2014 dernier. Et toujours par rapport à ces pourparlers, la coordination des associations et ONG féminines du Mali, CAFO, l'Alliance démocratique du peuple malien et l'Alliance pour la solidarité au Mali, ASMA, et l'Association des amis de la culture Peul, Tabital Poulakou, salue la signature de la feuille de route, invite les différents acteurs à la persévérance jusqu'à l'aboutissement du processus et au retour définitif de la paix. Ici, à Bamako, hier après-midi, le président de la République a partagé en toute convivialité un repas de rupture de jeûne. C'était avec les représentants de la communauté religieuse du Mali et les diplomates des pays musulmans accrédités auprès de notre pays. Une cérémonie de prière et de partage vécue par Al-Hussein Touré. Ambiance détendue dans une salle de banquet recevant des convives triés sur le volet. En effet, sur invitation du chef de l'État, responsables religieux, membres du gouvernement, diplomates et assimilés sont venus partager un repas à l'occasion de la rupture du jeûne en cette 27e nuit de Ramadan. On ne peut que saluer en fait le chef de l'État, le président de la République, El-Hajj Ibrahim Boubacar Keïta. En fait, ça ne nous étonne pas. Un pays qui est en crise, il doit toujours être assisté par des élus. Ça va dans l'élan, dans la consolidation de la paix et quand même d'échanges entre les citoyens du même pays. Donc l'initiative vraiment c'est à saluer. Certes, le ramadan est une pratique islamique, mais les invités sont mus par une autre cause, celle du Mali. Une cause qu'ils voudraient mettre au-dessus de toute autre. Ce qui m'enchante, c'est le fait que tous ensemble nous avons le même souci. C'est le Mali, ce que le Mali va devenir. C'est le Mali que nous allons certainement léguer aussi à nos enfants, comme nos ancêtres l'ont légué pour nous. Le Mali dans lequel aujourd'hui, moi, j'ai partagé la table avec Monseigneur Jean Zerbo pour la rupture du genre du mois de Ramadan. C'est significatif, ça vaut ce que ça vaut comme symbole, comme message. C'est ce que nous voulons pour ce pays, qu'on se mette ensemble. Nous partageons l'essentiel qui est notre pays, qui est nos valeurs sociétales, religieuses. Je crois que ça doit être un ciment pour nous unir, pour nous donner la force et faire un Mali fort. Et ça ne doit pas être le contraire. Je voudrais, à travers ce geste, exprimer le lien profond qu'il y a entre les Maliens. Moi, je suis dans un quartier. Mon voisin, chaque année, à l'occasion du Ramadan, selon Karia, il m'amène. Et quand la fête arrive, soit il m'amène du riz, soit il m'amène de la viande. Pour dire que chez nous, quand la fête se prépare, on partage. Et c'est ce partage qui est un signe de grande fraternité. C'est un signe pour dire que les chrétiens et les musulmans vivent vraiment en vraie fraternité au Mali. Et je crois que ce qui nous est arrivé serait une tentative pour justement porter atteinte à cette fraternité-là. Ce que nous avons vécu ce soir justement est un signe fort de renforcement de cette fraternité. Et je souhaite que les images que vous prenez et ce que vous exprimez aux gens soient perçus et lus comme l'image de la fraternité au Mali, malgré dans la situation dans laquelle nous sommes. Et que nous soyons les ambassadeurs de cette fraternité à travers l'Afrique, où les conflits religieux deviennent de plus en plus inquiétants. Après la prière de bénédiction pour la paix au Mali, on mit fin à une cérémonie qui pourrait annoncer un nouveau destin pour notre pays. Autre grand titre de ce journal, les 36 élèves officiers d'Active ont reçu ce matin leurs sabres et épaulettes au centre d'instruction Boubacar Sadassi. Cette 35e promotion de l'EMIA est baptisée Idriss Déby Itno, le président tchadien. Le choix de Idriss Déby Itno est une reconnaissance du peuple malien suite aux efforts consentis par les soldats tchadiens dans la libération du nord du Mali. Mohamed Diarra était à la cérémonie présidée par le Premier ministre Moussa Barra. Centre d'instruction Boubacar Sadassi, le Premier ministre Moussa Mara arrive pour sacrifier à une tradition établie depuis des années. Au nom du chef suprême des armées, le chef de gouvernement préside la sortie des élèves officiers de la 35e promotion de l'INIA. Ils sont
36, dont 5 personnels féminins, d'une dizaine de nationalités. La promotion porte le nom des grands amis du Mali. La 35e promotion de l'école militaire interarmes portera le nom de M. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Votre parrain a prouvé au-delà du doute son engagement pour la sécurité et la liberté de l'Afrique. Un pacte de sang lie désormais le peuple malien au peuple tchadien, les forces armées maliennes aux forces armées tchadiennes. Je vous prie, Monsieur le ministre de la Défense, représentant son Excellence, Monsieur le Président Idriss Déby Itno, à votre retour, de bien vouloir encore une fois transmettre le témoignage de la gratitude du peuple malien et la reconnaissance des forces armées maliennes au président de la République du Tchad pour avoir accepté de parrainer cette promotion, mais aussi de transmettre nos respects et notre considération aux forces armées tchadiennes pour leur sacrifice. Grand démocrate, panafricaniste convaincu, le président Idriss Déby, cet homme au destin exceptionnel, est un bâtisseur, un leader, un faiseur de paix, bref, un grand homme d'État. Le nom du parrain de cette 35e promotion est fort, lourd de sens. C'est le symbole de la fraternité tchadio-malienne, un symbole vivant, un symbole sans cesse entretenu. C'est un esprit audacieux, un esprit idéaliste, pragmatique et tourné vers l'avenir. Ce geste est un devoir de reconnaissance du peuple malien suite aux nombreux sacrifices consentis par les soldats tchadiens pendant la libération du Nord. C'est donc un symbole de raffermissement des liens entre le Tchad et le Mali, soulignera le ministre tchadien de la Défense au nom du président Idriss Déby Itno. Et l'officier supérieur de s'adresser à la promotion en ces termes. Sachez que vous avez pris pour nom de baptême celui d'un homme d'État, mais aussi un soldat. Un ancien plein de courage et de détermination quand il s'agit de la défense de la patrie, de la recherche de la paix aussi bien à l'intérieur de son pays qu'à l'extérieur. Votre parrain est donc un homme de paix, idéal pour lequel il a bâti sa vision du devenir de nos armées. En recevant leurs sabres et épaulettes, ces jeunes officiers s'engagent sous le drapeau à défendre la patrie contre vents et marées. La preuve, le chant de la promotion qui se résume à l'unicité du Mali. Le major de la promotion est le Togolais Tina Kofi. La présidente de la dizaine de nationalités à cette promotion jette les bases de la mutualisation des efforts des dirigeants africains en matière de défense. Elle milite aussi en faveur de l'intégration des outils de défense et de sécurité dans un environnement géopolitique en pleine mutation. 10 pays, c'est bien la preuve que la vocation de notre armée, la vocation du Mali d'ailleurs, c'est toujours de contribuer à la réalisation de l'unité africaine, comme cela est dit dans notre hymne national. Au nom du chef de l'État, c'est de féliciter l'école, de féliciter l'état-major général des armées, de féliciter tous ceux qui, de près ou de loin, participent à cette école qui est devenue une école de référence dans son domaine sur le continent africain. Et le chef du gouvernement d'exhorter les jeunes officiers à suivre les traces du parrain. Le président Idriss Déby Itno est d'abord et avant tout un soldat de valeur, un soldat patriote, qui toute sa vie, avant même d'arriver aux responsabilités nationales, s'est battu pour préserver la souveraineté de son pays, l'intégrité des territoires tchadiens, allant jusqu'à se sacrifier à différents niveaux pour cette fonction. Donc un soldat de valeur, un soldat intrépide, un soldat prêt au sacrifice ultime pour son pays. Je demande donc à cette promotion de suivre cet exemple dans leurs pays respectifs et particulièrement au Mali, à un moment où nous demandons que les citoyens soient patriotes et que nos forces armées soient patriotes. Comme l'a souligné le directeur du centre d'instruction Boubacar Sarrassi dans son discours, il s'agit pour le Mali de bâtir l'armée de nos besoins et non celle de nos habitudes. Et c'est à cela que travaillent les autorités au plus haut niveau. À présent, faisons un zoom sur le parrain de cette promotion. Le président tchadien est un militaire de formation. Il est parachutiste. Sous sa clairvoyance, l'armée tchadienne a participé à la libération du nord du Mali avec brio. Portrait de l'homme avec Mohamed Diarra.
Certains l'appellent le bâtisseur, d'autres le faiseur de paix en Afrique. Idriss Déby Itno, le désormais parrain des élèves officiers de la 35e promotion, est un officier supérieur. Très vite, il gravit les échelons et se fait remarquer avec brio dans son pays, le Tchad. Ce sexagénaire est titulaire d'un bac scientifique. Il entame sa formation militaire à l'école des officiers d'actifs de N'Djamena promotion 1975-1976, avant d'entrer à l'Institut aéronautique de France, d'où il est sorti pilote de transport doublé de la casquette de parachutiste. En 1979, il signe son comeback dans son pays en pleine ébullition. Ses qualités militaires sont remarquées rapidement sur le terrain, ce qui lui vaut d'être désigné en 1980 chef d'état-major des forces armées du Nord. En 1986, il retourne pour suivre les cours de l'école supérieure de guerre interarmée. Il venait juste d'être promu colonel. 2 ans plus tard, il est porté à la tête du mouvement patriotique du Salut et devient le président du Conseil d'État en 1990. 1 an plus tard, il est désigné président de la République du Tchad à la faveur de l'adoption de la Charte nationale. Nous étions le 28 février 1991. Promu général du corps d'armée le 25 février 1995, Idriss Déby Itno a été investi président de la République le 8 août 1996 à l'issue des premières élections pluralistes de son pays. Aujourd'hui, le panafricaniste, comme l'appellent certains, est à la tête du Tchad pour son 3e mandat de 5 ans. Aujourd'hui, les autorités maliennes lui sont reconnaissantes, compte tenu de son engagement pour la paix et la stabilité en Afrique. La preuve, c'est l'intervention des soldats tchadiens dans le Tégargar l'année dernière. Après la libération du nord du pays, la présidence d'Idriss Déby Itno a été beaucoup remarquée à l'investiture du président Ibeka le 19 septembre 2013. En tout cas, la 35e promotion de l'IMIA peut se targuer de porter le nom des grands africains. Cérémonie de signature au ministère de l'économie et des finances. Il s'agit de l'accord de financement du projet compétences et emploi des jeunes entre la Banque mondiale et le gouvernement du Mali. Plus de 31 milliards de francs CFA, c'est le coût du projet. Rachel Tessougué. Plus de 31 milliards de francs CFA, c'est le coût de financement du projet dénommé Projet compétences et emploi des jeunes. À travers ce financement, le gouvernement du Mali et la Banque mondiale entendent appuyer des programmes de formation visant à améliorer les perspectives d'emploi des jeunes maliens. Ce projet devra couvrir tout le territoire national et va s'étendre sur 5 ans. Les activités d'éducation et de formation inscrites dans ce projet vont nous permettre donc de renforcer les capacités des établissements de formation professionnelle et d'enseignement technique dans les secteurs de l'économie qui sont porteurs de création d'emplois. Ainsi, nous allons développer des programmes permettant l'amélioration des compétences des personnes exerçant des métiers divers, également dans le secteur informel. Ceci permettra le développement de l'apprentissage dual et les programmes de développement des compétences à court terme qui ciblent les jeunes maliens. Pour la mise en œuvre de ce projet, le gouvernement a déjà conçu des stratégies pour une réalisation efficiente des activités. Je voudrais assurer la Banque mondiale que ces ressources seront utilisées à bon escient, que les dépenses seront exécutées pour assurer la traçabilité la plus affinée, qu'on puisse savoir au bout du compte que ces ressources ont servi effectivement à ce pourquoi ils ont été mis à la disposition des populations maliennes. Le projet tourne autour de 3 composantes: la formation, la création d'emplois à travers le secteur privé et le renforcement de la gestion sectorielle du projet. On espère qu'au terme de ce projet, le chômage sera résorbé en partie. Les travaux de la rencontre, quelle construction politique dans la zone sahélo-saharienne, se poursuivent. Les experts maliens et étrangers ont animé ce matin 2 panels. Moussa Fane les détails. C'est pour proposer des solutions aux crises qu'a connues le Mali depuis 2012 que les experts maliens et étrangers se retrouvent à Bamako. Pour cette 2e journée, des sujets étaient au centre des plénières. Le premier sujet concerne le processus de réconciliation, culture de la paix et le rôle de la communication. C'est une nécessité pour nous de revisiter notre passé, nos valeurs et de contribuer à créer cette nouvelle dynamique. Et les pouvoirs politiques doivent accompagner ce processus en aidant les communicateurs, non seulement au niveau de la presse, mais aussi les communicateurs locaux et traditionnels, à mieux maîtriser la question,
à avoir accès à l'information vraie et surtout à être responsable dans le traitement des dossiers aussi sensibles tels que nous vivons à l'heure actuelle. La musique a un rôle fondamental non seulement à aider la communication interne des Maliens, c'est-à-dire à travers des festivals comme par exemple le Festival au désert, qui a créé un forum où pas seulement les Maliens et les étrangers peuvent se rencontrer, mais les Maliens du Sud et les Maliens du Nord peuvent se rencontrer aussi. Le second thème était relatif à la recherche de solutions durables aux crises maliennes. Les crises dont nous parlons sont des crises récurrentes, c'est-à-dire qui reviennent de manière cyclique. Et il est donc normal que nous réfléchissions à des solutions qui soient des solutions durables. Ça fait partie aussi, je pense, des attentes du gouvernement, parce que n'oubliez pas que cet atelier a été initié par le gouvernement dans le cadre des processus qui est en cours, de trouver des solutions qui soient pérennes, qui soient durables. Nous avons cherché à analyser à notre niveau de chercheur les réalités qui sont celles du Mali actuel, donc à la fois de façon historique, de façon anthropologique, et le débat ensuite avec la salle a été extrêmement fructueux parce que ça nous a permis effectivement de confronter nos analyses scientifiques à des perceptions que peuvent avoir les gens des différentes régions. À l'issue de ces 3 jours d'échange, les experts maliens et étrangers devront formuler des recommandations pertinentes pour une sortie définitive des crises au Mali. Un mot d'éducation. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moutaratal, a publié le nombre de bourses d'études attribuées cette année aux titulaires du baccalauréat 2014, soit plus de 200 bourses. Pour en savoir davantage, écoutons le ministre de l'Enseignement supérieur au micro de Mahamadou Doumbia. L'objet de notre exercice est d'annoncer les critères d'attribution des bourses, notamment à l'étranger. Il s'agit pour moi, conformément aux instructions du président de la République et du gouvernement, de m'engager à assurer la plus totale transparence, de façon à ce que l'attribution d'une bourse soit la récompense du mérite. La question alors, au-delà de la profession de foi, est de se demander comment assurer une telle transparence, comment faire en sorte que l'attribution des bourses se fasse sur la base de la seule justice, du seul mérite. En plus de la radio nationale, nous allons utiliser les radios privées. Nous allons utiliser l'essor et les journaux privés, mais aussi et surtout, nous allons utiliser les réseaux sociaux sur lesquels les jeunes aujourd'hui sont. Ils auront toutes les informations, aussi bien sur la procédure que sur les conditions d'attribution des bourses. Nous ferons en sorte que cette année, sur instruction du gouvernement, il n'y a pas de quotas réservés. L'ensemble des bourses seront annoncées et mises en compétition. Suite à cette première réponse, est-ce qu'on peut connaître les types de bourses et les critères d'attribution de ces bourses pour les bacheliers 2014? Nous avons 3 grandes catégories de bourses. Les bourses d'études nationales, les bourses et les trousseaux totalisent annuellement environ 20 milliards de nos francs. 20 milliards de nos francs. Ensuite, nous avons les bourses d'excellence, réservées aux plus méritants. Quels en sont les critères? Il faut être âgé au plus de 21 ans. Pendant tout son parcours au lycée, en 10e, en 11e et en terminale, ne pas avoir moins de 14 de moyenne. De cette entrevue après ce journal. Dans le cadre de son rapport trimestriel allant du 1er avril au 30 juin 2014, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle a organisé ce matin une conférence de presse. Garibou Pérou était sur place. Faire le point trimestriel des données statistiques sur l'emploi, c'est le but de cette conférence. Il s'agit aussi de donner des précisions factuelles sur les créations, les demandes et les offres d'emploi
au plan national conformément aux instructions du chef du gouvernement. C'est une tradition que nous sommes en train de respecter en publiant tous les trimestres depuis que nous sommes là, les statistiques sur les emplois créés et ainsi que les demandes et les offres d'emploi. Les offres et demandes d'emploi transmises à la Direction nationale de l'emploi ont été collectées par l'Agence nationale de la promotion de l'emploi. Ils s'étendent sur la période allant du 1er avril au 30 juin 2014. Pour la période, nous avons pu collecter 7 579 emplois formels contre 6 650 pour le premier trimestre, soit une augmentation de 13,97% pour la période. En marge de ceci, nous avons 1350 emplois qui ont été générés par les travaux intensifs de main-d'œuvre dans certains départements ministériels. Les emplois privés se répartissent entre 5 222 emplois occupés par des nationaux et 249 emplois occupés par des expatriés. De ces 7 000 emplois, 3 222 emplois sont constatés par des contrats à durée déterminée, contre 2 239 contrats à durée indéterminée. Les créations d'emplois générés ont concerné plusieurs branches d'activité, comme par exemple l'agriculture, l'électricité, la communication, entre autres. Il convient de préciser que plus de 50% des emplois ont été créés dans le secteur des services fournis aux collectivités et services sociaux, suivi par celui des banques et assurances qui a enregistré 1410 créations d'emplois. La branche de l'industrie extractive a enregistré le plus bas nombre d'emplois avec 35 places. Pour le cas des pertes d'emplois, ils seront marqués dans le rapport annuel. Le ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne se penche sur le programme d'action gouvernementale pour la construction citoyenne qui va entrer en vigueur en 2015. Les détails, c'est avec Al-Jumatina. Notre pays a fait désormais de la construction citoyenne une affaire de sécurité nationale. C'est ainsi qu'il est en train de mettre en place des démarches qui seront sous le leadership du département en question, en vue d'aboutir au programme d'action gouvernementale pour la construction citoyenne. Avec le dernier remaniement, le département s'est vu greffer justement cette nouvelle mission de construction de la citoyenneté. Et on s'est dit, avant toute action, il est important de mûrir le concept dans le cadre d'une étude interne, une étude de cadrage, et voir aussi également comment on peut faire le portage institutionnel, comment l'organiser et comment ensuite le traduire en activité sur le terrain. C'est donc un vaste projet accompagné par l'UNESCO qui sollicitera l'adhésion de tous les acteurs. Les questions de citoyenneté sont au cœur de notre stratégie de politique de jeunesse au niveau de l'UNESCO. Et cette initiative gouvernementale, nous l'avons trouvée très importante et nous étions très heureux de savoir que le ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne nous est associé à cette importante initiative. C'est tout à fait naturel. Les questions de citoyenneté, les questions de paix et surtout qui impliquent la jeunesse sont très importantes pour notre organisation. L'initiative du programme appelé PAGC fait suite à un certain nombre de constats, entre autres. Le Mali a souscrit à de nombreux engagements internationaux, puis l'existence d'institutions démocratiques qui ne suffit plus à garantir la bonne gouvernance. Tolérance zéro pour ce qui s'adonne à la soustraction frauduleuse des engrais subventionnés aux fins de trafic transfrontalier. La déclaration est du ministre du Développement rural en visite dans la région de Sikasso, visite qui s'inscrit dans le cadre d'un suivi de l'exécution du plan de campagne 2014-2015. Sekou Konaté, correspondance. C'est sous une pluie battante que le chef du département du développement rural a rencontré les cadres en charge de l'économie rurale en région de Sikasso. Occasion pour la région de révéler aux visiteurs l'état de démarrage de la campagne 2014-2015. La campagne agricole 2014-2015 a démarré dans des conditions socio-économiques favorables. Elle a été préparée de façon harmonisée. Nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour la réussite de la campagne. Un espoir légitime illustré par les résultats atteints présentés par les services techniques de la région, avec plus de 102% de superficie emblavée pour le coton et près de 97% pour les céréales. Nous avons regardé les parcelles de maïs, de sorgho, le mil. Elles ont un très bon aspect végétatif. Nous pensons que si la pluviométrie qui a redémarré en fin juillet continue comme ça jusqu'en fin septembre, Sikasso en tout cas va atteindre les jours de production qui lui sont assignés par le plan de campagne agricole. Mais s'il y a un sujet qui fâche, c'est bien la soustraction frauduleuse des engrais subventionnés.
Et sur la question, le ministre est ferme. Ceux qui ont tenté, ou peut-être qui ont réussi à soustraire frauduleusement cet engrais sont des criminels. Ils doivent être traités comme tels. Et les mesures qui s'envisagent sont celles préconisées par les plus hautes autorités. Et nous sommes venus, par notre présence, affirmer notre soutien total. Il faut que les Maliennes et les Maliens se rendent compte que notre pays a changé. Il faut que les Maliennes et les Maliens acceptent d'incarner ce changement, aller dans le sens de ce changement-là. Et dans ce sens qu'aucune faiblesse, les autorités ne devraient tolérer. Et les autorités régionales des cordons douaniers, de la sécurité et de la justice de réaffirmer leur détermination avec cette pratique. Et déjà, plus de 20 tonnes d'engrais subventionnés ont été saisies aux différents cordons douaniers de la région de Sikasso. Sur un tout autre chapitre, la communauté musulmane a célébré hier soir Laylatul Qadri, la nuit du destin, et c'est à l'unisson dans toutes les mosquées et certaines places publiques que les musulmans ont prié pour la paix. Le ministre en charge des affaires religieuses a fait le tour. Il était accompagné de Alpha Maïga. Une nuit pas comme les autres. Méritoire, elle vaut 1000 mois d'adoration. La nuit de Laylatul Qadri, autrement dit la nuit du destin. Grande a été la mobilisation des musulmans. Chacun se remet ainsi en cause. Le ministre des Affaires religieuses est allé à leur rencontre pour livrer un message. Du président de la République, El Hadji Ibrahima Boubacar Keïta, appeler les Maliennes et les Maliens à plus de pardon, plus d'amour, au respect du droit à la différence, afin que la diversité ne nous pousse pas à nous regarder en chien de faïence, mais plutôt à nous tenir les mains l'un l'autre, différents dans la couleur, différents dans le choix religieux. Ce message du président de la République à la Oumma islamique du Mali a été marqué par un signe d'espoir cette nuit. L'enseignement de la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne une pluie gracieuse, comme pour nous dire, adoucissez les cœurs, aimez-vous les uns les autres. Certes, on a beaucoup parlé de paix. Une paix qui doit être en conformité avec les règles de Dieu, a souligné le guide spirituel de Ansardine. El Madani Chérif Ousmane Aïdara, s'adressant à ses co-religionnaires, leur a demandé en cette nuit du destin de s'approprier du processus de réconciliation nationale et à militer pour la nation, le Mali. On demande à bon Dieu de ramener la paix et Chama pour notre pays. En attendant que les vœux des uns et des autres puissent être exaucés, les regards sont tournés vers la fête de l'Aïd el-Fitr. Le collectif des Amis de la Palestine au Mali a donné une conférence de presse pour faire le bilan du conflit qui secoue ce pays. Face à la presse, les membres du collectif s'y disent indignés, nous rapporte Alpha Maïga. Aujourd'hui, ce qui se passe en Palestine peut être qualifié de véritable massacre. Des scènes horribles qui se déroulent aux yeux du monde entier. Scènes qui crèvent les yeux et le cœur. Et c'est pour exprimer leur indignation que le collectif des Amis de la Palestine au Mali a organisé ce point de presse. Près de 700 morts palestiniens sous les bombes du gouvernement israélien. Près de 3700 blessés. Environ 100 000 déplacés, des réfugiés. Outre les journalistes, des figures emblématiques du mouvement démocratique au Mali venues pour témoigner de leur solidarité. Nous voulons ajouter nos voix, nos cris de cœur au concert de protestation, de manifestation, de condamnation à travers le monde. Nous voulons contribuer à briser le mur du silence. Occasion pour l'ambassadeur de la Palestine au Mali de souligner que cette mobilisation du peuple malien n'est pas surprenante. Le Mali reste ce pays de riches traditions de solidarité et d'amitié avec le peuple palestinien. Au Mali, je sens que je suis entre une famille, ma famille. Les Maliens, ils m'ont montré depuis que je suis arrivé ici que tu n'es pas étranger, tu es entre votre famille, votre frère et votre sœur.
et la coordination des associations et ONG féminines du Mali, CAFO, invite la communauté internationale à prendre des mesures soucieuses des droits de l'homme en vue de trouver une solution humaine et durable. Le congrès extraordinaire de la coordination nationale des syndicats et associations des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali s'est tenu ce matin au Carrefour des Jeunes de Bamako. Un nouveau bureau de 82 membres a été mis en place et est dirigé par Souleymane Diallo pour un mandat de 5 ans. Agali Agadissa, reportage. C'est un bureau de 82 membres qui dirige désormais la coordination nationale des syndicats et associations de chauffeurs et conducteurs routiers du Mali. Ce bureau a été mis en place à l'issue du premier congrès extraordinaire de la dite coordination. Il y a eu trop de dysfonctionnements de la mise en place jusqu'à aujourd'hui. Il y a trop de mésententes entre les différents comités. La fracture, elle était grande. Donc, il fallait réunifier totalement ce bureau-là. Souleymane Diallo remplace Marafa Touré à la tête de la coordination pour un mandat de 5 ans. Il doit s'atteler à relever les défis actuels pour promouvoir la profession de conducteur. Le chauffeur soit inscrit à l'INPS, qu'il gagne sa pension, qu'il arrive à nourrir sa famille aisément, qu'il gagne un salaire digne de ce nom. Ce sont les différents défis dont nous devons nous attaquer. Le représentant du département en charge du transport et celui de l'INTM ont réaffirmé leur soutien à la nouvelle équipe dirigeante de la coordination nationale des syndicats et associations de chauffeurs et conducteurs routiers du Mali. Voilà un congrès qui s'est plutôt tenu hier au Carrefour des Jeunes de Bamako. Le centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose enregistre en moyenne 100 cas par mois. C'est l'une des principales informations de la 9e session ordinaire du conseil d'administration du centre. Mamoudou Sidibé, compte rendu. Les documents soumis aux administrateurs de cette 9e session rapportent le bilan des activités du centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose. Ces activités sont entre autres l'appui à l'accès des drépanocytaires à des soins spécifiques, la recherche, la formation, l'information et la sensibilisation. Le budget alloué aux services qui comporte un volet budget de l'État et budget des partenaires, c'est 1,92 milliard. Ce budget qui est donc une augmentation d'à peu près 2% de budget de l'année dernière, a permis un accompagnement conséquent dans la mesure où le recrutement augmente tous les mois de 100 nouveaux cas, ce qui a permis de faire face effectivement à cette demande de soins. Au regard de l'accès aux soins spécifiques, le centre enregistre une progression des demandes spontanées de prise en charge drépanocytaires et de dépistage. Étant le premier centre en Afrique dans le domaine, le CLLD doit être accompagné, appuyé pour contribuer à l'offre des soins spécifiques aux drépanocytaires, y compris les soins les plus innovants pour développer la recherche et la formation sur la drépanocytose en vue d'être érigé en un centre d'excellence dans la lutte contre la drépanocytose en Afrique. De nos jours, le centre fait face à des défis majeurs. Il s'agit du maintien de la qualité des soins face à l'augmentation des cas et l'insuffisance du personnel qualifié. En 5e région, plus de 3 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe financière du projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière gomme arabique au Mali pour la période 2014 à 2017. Jules Sambou Sissoko, correspondance. 3 mois après son lancement officiel, le projet à renforcement des capacités productives et commerciales de la filière gomme arabique au Mali est dans sa phase de vulgarisation en vue d'une meilleure appropriation des acteurs clés. C'est tout le centre d'intérêt de cette mission de sensibilisation en région de Mopti. Les plus hautes autorités qui, sur la base d'une étude que nous avons faite depuis 2006, ont pensé que justement il fallait promouvoir cette filière, la développer surtout. Pour la simple raison, et vous voyez que le projet est confié au ministère du Commerce, parce que c'est aujourd'hui une des ressources rares dont le marché international connaît une très haute dynamique. Il serait bon, comme cela se faisait d'ailleurs avant, vous l'avez dit, de redynamiser cette filière et donc de développer la filière. Ce contact avec l'ensemble des acteurs vient baliser la voie à la création de l'interprofession de la filière gomme arabique et à la mise en place des mécanismes de financement. Donc, l'essor de la filière gomme arabique, très prisée dans l'industrie agroalimentaire. Ce projet, comme certainement vous le savez, est un projet de développement avec une envergure nationale.
Il vise à améliorer les revenus des acteurs de la filière gomme arabique dans notre pays, mais aussi il a un objectif de réduction de la pauvreté, voire de création de richesses. Dans une note technique et bien élaborée, les organisateurs ont décliné le projet dans ses moindres détails, suivi des questions de compréhension. La première année de mise en œuvre du dit projet a ciblé 13 sacs des régions de Kaï, Koulikoro, Ségou, Mopti et Tombouctou. Clôture ce vendredi de la première session de la Cour d'assises au titre de l'année 2014. Sur les 45 affaires enrôlées, la Cour a jugé 31 dossiers, les 14 autres renvoyés à la prochaine session. Tansoutou Kanouté. Sur 45 affaires inscrites au rôle, ce sont 31 dossiers qui ont pu être jugés. Les peines prononcées vont de l'acquittement à la condamnation à la réclusion à perpétuité en passant par la condamnation par contumace ou assortie de sursis. 14 affaires ont été renvoyées à une prochaine session. Aujourd'hui, plus que jamais, notre région particulièrement, Monsieur le Gouverneur, et d'une manière générale le Mali, ont besoin d'une justice, d'une fermeté et d'une sévérité accrue contre les délinquants et ceux qui protègent le crime. Le public est exaspéré, Monsieur le Gouverneur, et pense que la police est faible, la gendarmerie faible et la justice laxiste. Le représentant de l'Ordre des avocats a remercié ses collègues pour avoir mouillé la robe en défendant avec abnégation les dossiers pour lesquels ils ont été constitués, avant d'ajouter qu'une justice qu'on ne critique pas n'en est pas une. La critique, si elle est fondée, elle améliore la justice, que les juges ne se disent pas. Les chiens aboient et la caravane passe. Non. Il faut souvent s'arrêter et vérifier si les aboiements des chiens sont juste fondés. Après examen du bilan de cette première session, il est aisé de constater malheureusement un nombre élevé d'arrêts de condamnation par contumace, soit 9, et d'affaires renvoyées pour une prochaine session, soit 14. À l'origine de cette situation, le service de citation se détériore. La non-production des pièces essentiellement susceptibles de déterminer ou d'influencer l'issue du procès, entre autres. En améliorant nos prestations dans les différents domaines ci-dessus évoqués, nous parviendrons à coup sûr à de meilleurs résultats pour une meilleure distribution de la justice. Le procureur général n'a pas manqué de signaler que la Cour compte aujourd'hui 3 conseillers pour un nombre minimum de 9. Lancement ce matin à Bamako des activités de la coalition nationale des organisations de la société civile pour la lutte contre le travail des enfants et le développement de la petite enfance au Mali. Sorona Kamisoko, reportage. Influencer les politiques éducatives au Mali en vue de la prise en charge des droits éducatifs des enfants, renforcer le partenariat entre la coalition et les autres organes intervenant dans le domaine de la promotion des droits des enfants, favoriser l'accès à l'éducation des enfants victimes de travail. Tels sont entre autres les objectifs visés par la coalition nationale des organisations de la société civile pour la lutte contre le travail des enfants et le développement de la petite enfance au Mali. Dans le domaine de l'éducation, les enjeux et les défis sont nombreux et variés, surtout compte tenu des engagements signés par le Mali pour la réalisation des objectifs de l'EPT. Nous avons des missions spécifiques de cibler certaines zones dans notre pays, notamment certaines zones agricoles et minières, afin qu'on puisse booster le travail des enfants. Qu'on ne parle plus de travail des enfants dans ces zones et qu'on puisse, d'ici quelques années, rappeler que ces enfants ont poursuivi leur étude à l'école et que les parents puissent être sensibilisés afin que la place des enfants revienne au niveau de notre école. La coalition nationale des organisations de la société civile pour la lutte contre le travail des enfants et le développement de la petite enfance au Mali regroupe 7 organisations de la société civile.
Et avant de boucler ce journal, cette nouvelle sportive, football, 24e journée du championnat national de Ligue 1. Le stade malien de Bamako a battu cet après-midi le Djoliba AC 2-0. Avec ce succès, le stade consolide sa place de leader avec 56 points, suivi du club olympique de Bamako, 48 points. Le Djoliba AC compte 43 points. L'AS Police s'est imposé 2-1 devant la Somme. Un match international amical. L'équipe nationale junior du Mali joue demain contre l'Afrique du Sud au stade Modibo Keïta à partir de 16h. Voilà, sur ce referme ce journal. Merci de votre fidélité à l'ERTM. Demain, 13h, Aïssata Ibrahim Maïga. Grand merci à nos téléspectateurs du Gabon et du Congo. Bonsoir à tous.